Sur la première, 7h37, aucun accord vaut mieux qu'un mauvais accord. À 9 jours des élections législatives anticipées en Grande-Bretagne, Theresa May appelle clairement les électeurs à soutenir son gouvernement pour combattre, ce sont ses termes, l'agressivité des Européens à l'égard de son pays. La première ministre britannique a dit sa détermination à quitter la table des négociations sur le Brexit sans aucun accord conclu avec l'Union. Nous serons prêts, au besoin, à nous désengager. C'est que pour l'heure, l'Union européenne, visiblement unanime sur la question, est déterminée elle aussi à ne faire aucune concession à la Grande-Bretagne. Alors, illusion d'optique ou réalité, c'est ce qu'on va tenter de voir avec notre invité du jour, Pierre Haroche, enseignant au département d'études européennes du King's College de Londres. Bonjour Pierre Haroche. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints en direct de notre studio de Paris. Les Britanniques se rendent donc aux urnes le 8 juin prochain pour des élections législatives anticipées. Theresa May en attend un mandat solide, une confirmation solide pour aborder en position de force toutes les négociations avec Bruxelles. Et on sait qu'elles sont déjà difficiles. Vous avez le sentiment que les électeurs vont lui donner les moyens, vont solidifier son mandat ? C'est assez difficile à savoir parce que il y a quelques semaines, on avait l'impression que les conservateurs allaient arriver très très largement en tête et que ça allait combler les désirs du Premier ministre Theresa May. Aujourd'hui, l'impression est un peu plus mitigée et il semble que les travaillistes remontent un peu dans les sondages. Il y a eu certains sondages récents dans lesquels le décalage entre les travaillistes et les conservateurs n'était que de 5 points, ce qui est un peu inquiétant pour les conservateurs. Oui, il y a d'ailleurs un dernier sondage YouGov publié il y a quelques heures qui indique que le Parti conservateur risquerait de perdre la majorité absolue à la Chambre des communes à l'issue de ces législatives. Alors, sondage qui contredit les autres, mais voilà, c'est tout neuf. Voilà, donc en tout cas, les choses sont beaucoup moins claires que ce qu'on aurait pu croire au moment où Theresa May a décidé de déclencher ce processus électoral. Alors, si le résultat est, si elle perd les élections, bien évidemment, ce sera un pari manqué. Elle démissionne si elle perd les élections ? Si elle perd les élections, elle est obligée de quitter le gouvernement, bien entendu, mais ce serait un peu à l'image du pari manqué de David Cameron lors du référendum. Mais même si elle gagne une majorité, mais que l'impression est qu'elle a fait un score bien moins élevé qu'attendu, ça peut la fragiliser. Dans ce cas, le pari d'un mandat populaire renforçant la position de négociation du Premier ministre serait un petit peu fragilisé. Donc ce qui se passe est très très risqué pour elle et donc évidemment pour toute la Grande-Bretagne. Est-ce qu'ils ont, les Britanniques, comme leur Premier ministre leur indique, le sentiment que l'Union européenne, que les 27 font preuve d'agressivité à leur endroit? Est-ce que c'est le cas ? Je pense que c'est un petit peu un argument de campagne. En fait, là, c'est l'interprétation que Theresa May a donnée de cette élection anticipée, c'est il faut donner un mandat populaire fort pour le Premier ministre parce qu'elle est face à des Européens qui sont forts. Et donc, pour défendre l'intérêt national britannique, il faut un Premier ministre qui puisse s'appuyer sur un grand mandat populaire et une grande majorité parlementaire. Ça, c'est son interprétation. En réalité, ce qu'on peut penser, c'est qu'elle n'a pas déclenché les élections pour ça. Pour la simple et bonne raison qu'elle avait déjà un mandat de négociation fort. Il y a le référendum qui lui donne un mandat de négociation pour le Brexit. Personne ne doute, en tout cas au niveau des institutions européennes, que les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne. Et elle a eu un clair soutien du Parlement britannique. Donc en réalité, elle avait les coups des franges de ce point de vue-là. Ce qu'on peut penser, c'est qu'en fait, il y avait un calcul interne au sein du Parti conservateur, parce que Theresa May n'a pas été élue comme leader du Parti conservateur, et elle a été obligée de composer avec les leaders du Brexit, comme son ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson. Donc, elle a été obligée de composer. Aujourd'hui, elle voulait avoir une majorité franche sur son propre nom, d'une certaine façon, pour être capable peut-être de faire des compromis difficiles à l'avenir. En fait, c'était peut-être l'interprétation inverse de celle qui était donnée officiellement par le pouvoir, c'est-à-dire l'enjeu n'est pas de renforcer la position de négociation du Royaume-Uni face aux Européens. L'enjeu est peut-être de renforcer la capacité personnelle de Theresa May d'assumer des compromis compliqués face à un parti conservateur qui risquerait de la critiquer si elle est trop faible. Donc on est dans des questions de politique interne, là, alors que ça les concerne... deux sont totalement liés. Oui, les deux sont totalement liés, mais enfin, ça concerne l'ensemble de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne. C'est un jeu dangereux.
Oui, et d'autant plus que, comme on l'a dit il y a quelques minutes, le pari a aussi des risques. Bon, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que les conservateurs vont gagner, mais si elle est affaiblie, finalement, tout ça aura été une prise de risque inutile. Imaginons que ça ne se passe pas comme prévu, que les Hmm. conservateurs perdent la majorité, ou enfin perdent ses élections. Bon, elle doit démissionner, vous l'avez dit. Qui pourrait la remplacer? On basculerait de l'autre côté, on aurait un Jeremy Corbyn qui prendrait les rênes. Quel serait le visage de la Grande-Bretagne, là, le cas échéant? Alors, pour ce qui est du Brexit, Jeremy Corbyn n'est pas très éloigné de Theresa May, Oui, en c'est ce que réalité, j'allais parce dire. Au que fond, ils sont quasiment sur les mêmes positions. en réalité, même, on peut dire que Jeremy Corbyn est un eurosceptique de plus longue date que Theresa May. Theresa May avait appelé à voter pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Elle n'avait pas non plus été très active sur cette question. Jeremy Corbyn avait appelé aussi au maintien du Royaume-Uni, mais vraiment sous la pression de son parti, et en particulier des députés de son parti travailliste qui étaient beaucoup plus pro-européens que lui. En réalité, lui, c'est un eurosceptique de longue date, Jeremy Corbyn. Donc, sur le fond, ça ne ferait pas un changement de la position du Royaume-Uni sur la question d'ensemble du Brexit. Ensuite, il y a la question de savoir s'il y avait une question importante qui était la question des droits des Européens résidant actuellement au Mhm. Royaume-Uni. On attendait beaucoup de Jeremy Corbyn sur cette question parce que les travaillistes sont censés être plus ouverts aux questions migratoires, plus libéraux en matière migratoire que les conservateurs. Il a laissé entendre déjà à plusieurs reprises que la liberté de circulation n'existerait plus après le Brexit. Donc lui-même a suivi un peu Theresa May sur cette question. En réalité, le seul point, si on regarde les débats télévisés Alors, qui ont eu lieu ces derniers jours, le seul point qui les distingue, c'est un peu le slogan que vous avez évoqué au début d'émission, c'est-à-dire que Theresa May a dit qu'elle était prête à assumer l'absence d'accord avec les Européens, alors que Jeremy Corbyn a dit qu'il voulait absolument avoir un accord avec les Européens, notamment pour les questions commerciales. alors Mais ça reste une différence un peu... c'est difficile de savoir vraiment ce que ça implique. oui. Alors Pierre Haroche, justement, avec un jour de délai, puisque le débat s'est terminé tard, le Tages-Anzeiger, journal édité à Zurich, revient sur ce duel indirect qui a opposé la Première ministre Theresa May à Jeremy Corbyn, le leader des travaillistes. Vous nous résumez l'article, Esther Coco? Oui, duel indirect, puisque Theresa May a refusé de débattre directement avec son adversaire travailliste. Pas question pour elle de se laisser voler la vedette. Le temps est trop court avant les législatives du 8 juin, trop court avant l'objectif. Face aux questions tranchantes du journaliste Jeremy Paxman, Theresa May a paru nerveuse, plus grave et plus sur la défensive que son adversaire. Elle a joué la carte de la crédibilité. Seule elle et pas Jeremy Corbyn a les cartes en main pour négocier avec une Union européenne qualifiée d'agressive face au Brexit. Dans cette situation, elle a le leadership et luttera pour un accord de libre-échange sans droit de douane, tout en limitant la libre circulation. Jeremy Corbyn est apparu nettement plus détendu, mais selon le Tages-Anzeiger, aucun des deux n'est sorti véritablement gagnant de cette confrontation indirecte. Les derniers sondages donnent cependant clairement l'avantage au Parti conservateur, entre 43 et 46% des voix, tandis que le Labour ne dépasse pas les 38% d'intention de vote. Alors, il y a des sondages encore plus récents, on les a mentionnés, qui disent que les conservateurs peuvent perdre la majorité. Pierre Haroche, vous avez vu ce débat, enfin cette sorte de débat télévisé, qui l'a emporté selon vous? Bah, comme le journal que vous avez cité le dit, c'est pas clair qu'il y en a un qui l'a emporté, mais comme les positions de départ étaient très différentes, c'est-à-dire que Theresa May a été donnée ultra favorite et que Jeremy Corbyn, énormément de gens, y compris dans son propre camp, doutaient de sa capacité à diriger son parti, à diriger cette campagne. In fine, objectivement, c'est plutôt Jeremy Corbyn qui s'est crédibilisé, parce qu'au début, tout le monde pensait qu'il allait se faire écraser. Aujourd'hui, on voit que finalement, il est tout aussi crédible, voire parfois plus à l'aise que la Première ministre. Donc sa position de challenger l'aide. Et finalement, le fait que les prestations soient pas si différentes et que les deux s'en sortent bien, c'est plutôt avantageux pour Jeremy Corbyn, parce que ça le met au même niveau que quelqu'un qui était censé le surclasser totalement. Alors, il y a eu un événement dramatique il y a quelques jours en Grande-Bretagne, cet attentat de Manchester qui a coûté la vie à 22 personnes. Est-ce qu'il a rebattu les cartes? Est-ce qu'il a ébranlé la foi en la Grande-Bretagne et son gouvernement de faire cavalier seul?
Je ne pense pas qu'il ébranle la foi Brexit en elle-même. Après, ça peut avoir une influence sur l'élection. Je pense que les conservateurs auraient bien aimé que, et c'est dans la même lignée que cet argument selon lequel l'Union européenne est agressive, ce que cherchent à faire les conservateurs, c'est de dire aux électeurs, nous avons des menaces extérieures, il faut maintenant renforcer le gouvernement. Donc c'est un peu l'argument à l'égard de l'Union européenne, c'est aussi l'argument implicite à l'égard du terrorisme. Ils auraient bien aimé que l'attaque terroriste, finalement, pousse les électeurs à un comportement de sécurité, de réassurance, et donc votent massivement pour le gouvernement. En réalité, on voit bien que ce n'est pas exactement ce qui se passe. Donc, finalement, les électeurs ne sont pas effrayés par les attentats ou changeant leur vote à la suite des attentats. Ils ont l'air plutôt d'être attentifs aux débats et aux arguments, et aussi aux éléments mis en avant par le Parti travailliste. Donc, il y a un vrai débat. Position pragmatique donc de la part des électeurs. On dit que le Brexit, Pierre Haroche, pourrait constituer un obstacle à la lutte contre le terrorisme pour le Royaume-Uni. On sait que Londres est aujourd'hui le principal contributeur de l'Office européen de police contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Il y a beaucoup d'informations qui passent par Londres, enfin il y a beaucoup de coopération. S'il y a Brexit, tout ça c'est terminé ? Je ne pense pas, parce que la coopération dans la lutte contre le terrorisme, c'est une coopération souple. On n'est pas du tout dans le même type de coopération ou d'intégration que dans le domaine économique, où là, le Brexit change énormément, parce que lorsqu'il y a des politiques intégrées, lorsque vous sortez, ça change radicalement la situation. La lutte contre le terrorisme, ça reste une compétence essentiellement nationale, et c'est une coopération souple qui peut parfaitement se développer en dehors de l'Union européenne. Par ailleurs, pour le Royaume-Uni et puis pour la plupart des pays européens, en réalité, le principal partenaire en matière de renseignement, de lutte contre le terrorisme, c'est en fait pas les autres Européens, c'est les États-Unis qui sont les principaux producteurs de renseignement au niveau mondial. Même le responsable européen en matière de lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove, a déclaré récemment que pour lui, le Brexit n'allait pas changer radicalement la donne et que les échanges d'informations allaient pouvoir continuer entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, que de toute façon, il y a déjà des échanges entre l'Union européenne et des pays non membres. Donc, comme c'est quelque chose qui constitue à la fois un intérêt commun très fort entre les Européens et le Royaume-Uni, et qu'en même temps, c'est pas une politique très intégrée, c'est des coopérations souples, il n'y a pas de raison que ça soit remis en question dans les années à venir. Alors Pierre Haroche, on a beaucoup abordé la position britannique, abordons l'autre côté, maintenant celle de l'Union européenne, qui est déterminée visiblement à ne faire aucune concession à la Grande-Bretagne. Les 27 accordent leur violon, affirment leur unanimité comme leur fermeté à l'endroit de Londres. Et vous avez le sentiment que cette fermeté, cette unanimité européenne va résister au temps face à Londres ? Unanimité, oui, parce que je pense qu'il y a un intérêt des Européens à négocier de façon soudée. Après, je pense qu'il y a des pays européens qui ont plus intérêt à ce que l'avenir des relations soit apaisé, qu'il y ait de bonnes relations économiques entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, notamment les pays qui ont beaucoup d'échanges avec le Royaume-Uni. Les Pays-Bas, notamment, sont très favorable à ce qu'il y ait un bon accord avec le Royaume-Uni. Il y a aussi des pays de l'Est qui étaient souvent sur beaucoup de sujets assez proches du Royaume-Uni et qui se retrouvent un petit peu plus isolés au sein de l'Union européenne. Eux aussi, ils peuvent avoir intérêt à se rapprocher du Royaume-Uni. Mais je pense que la logique un peu institutionnelle du fait que l'Union européenne va négocier face au Royaume-Uni, que la plupart des Européens veulent quand même maintenir la crédibilité et la stabilité de l'Union européenne sur le long terme, je ne pense pas qu'il va y avoir de grandes divisions. Et je pense que ce qu'on a vu jusqu'à présent va se maintenir, c'est-à-dire que les Européens vont négocier de façon unie. Mais il y a certainement des Européens qui sont favorables à avoir un bon accord et qui vont être des alliés, entre guillemets, du Royaume-Uni pour qu'il y ait un bon accord. Donc front relativement commun de la part de l'UE face à la Grande-Bretagne. La principale pierre d'achoppement, quelle est-elle ? Est-ce que c'est le montant de la facture présentée aux Britanniques, c'est 60 milliards d'euros, ou est-ce que c'est l'absence d'un accord commercial souhaité par Londres avant le Brexit ? Où est-ce que ça coince le plus ? Où est-ce que ça coince le plus ? C'est difficile de le dire, parce que les négociations n'ont pas commencé. En réalité, elles ont été repoussées après les élections générales anticipées. Elles vont commencer le 19 juin.
on ne peut pas vraiment savoir où ça coince. En revanche, oui, ce sont des points importants. Je pense que la question commerciale va être cruciale parce que là, c'est des enjeux énormes. La place du Royaume-Uni dans le commerce européen, dans le commerce mondial. Les Britanniques voulaient absolument qu'il y ait des négociations commerciales qui se mènent en parallèle des négociations sur le départ du Royaume-Uni. Les Européens ont dit non, il faut que ça se passe en 2 temps. D'abord, vous négociez votre départ et puis ensuite, on verra comment se passent nos relations futures. On négocie un possible accord commercial. Le problème aussi, c'est que les Britanniques veulent des avantages commerciaux, des relations commerciales avec les Européens, mais les Européens ont bien dit que pour eux, les 4 libertés étaient absolument indissociables. C'est-à-dire, si on voulait une place de plein droit dans le marché unique européen, il fallait aussi la libre circulation, ce que les Britanniques ne veulent plus. Donc, je pense que c'est la négociation économique, la négociation commerciale qui va être compliquée parce que les Britanniques, pour l'instant, en tout cas de ce qui ressort des premières discussions informelles, sont un peu dans une vision angélique où ils s'imaginent qu'ils peuvent, grosso modo, prendre des accords avec les Européens lorsque ça les arrange et ne pas avoir d'accord lorsque ça les intéresse pas. On a dit ça de la Suisse aussi parfois. On a dit ça de la Suisse aussi. Voilà, c'est un problème que les Suisses connaissent. Ouais. Mais donc ça, c'est leur point de vue. Les Européens ont été assez fermes sur le fait que ça allait pas se passer comme ça et qu'il fallait que les choses soient cohérentes. Donc je pense qu'il va y avoir des négociations assez tendues sur l'accord commercial et sur les relations commerciales futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et que le Royaume-Uni part pas avec les meilleures cartes parce que l'Union européenne est un plus gros poisson fatalement, en matière commerciale. Et puis, est-ce que, une fois le Brexit entériné, avéré, est-ce que ça va pas pouvoir donner un nouvel élan à cette Union européenne qui s'en cherche un, notamment en matière de coopération militaire? On sait que si les Britanniques sortent du lot, est-ce que ça ne va pas accélérer la mise sur pied d'une défense commune des 27? On appelle ça, enfin certains appellent ça de leur vœu depuis très longtemps. Est-ce qu'il faut voir les choses comme ça? En réalité, c'est déjà le cas. Ça va pas commencer à partir du moment où il y aura le Brexit. En fait, dès le référendum de 2016, ça a déjà relancé le débat pour 2 raisons. D'une part, parce que les Britanniques posaient un veto sur un certain nombre de choses, notamment un état-major européen. C'était quelque chose qu'ils refusaient. Maintenant, la perspective du Brexit fait qu'il y a un certain nombre de dossiers qui semblent pouvoir se débloquer parce que les Britanniques pourront plus mettre leur veto indéfiniment. Et ça a déjà commencé à se débloquer, un état-major alors très limité, très modeste, qui est en train de se mettre en place, essentiellement pour des opérations de formation militaire en Afrique, mais c'est déjà un petit pas en avant qui est en train de se produire, précisément parce que les Européens anticipent que les Britanniques ne pourront plus mettre leur veto. Et puis il y a un deuxième point qui fait que les Européens vont relancer leur coopération, c'est que sans les Britanniques, les Européens ont moins de moyens, ils sont plus isolés. C'est aussi très lié à l'évolution des États-Unis. On l'a vu au dernier sommet de l'OTAN avec Donald Trump qui refusait, d'abord sermonnait les Européens de façon un peu brutale et d'autre part refusait de réaffirmer l'engagement des États-Unis à soutenir les Européens face à une possible agression. Tout ça fait un contexte dans lequel les Européens se trouvent un peu coupés de leurs alliés traditionnels, ou en tout cas qu'ils peuvent douter de la fiabilité à long terme de ces alliés traditionnels. Et la conclusion que les Européens font de tout ça, c'est à peu près ce qu'a dit Angela Merkel récemment, c'est-à-dire nous les Européens, nous devons compter sur nous-mêmes. Et ça veut dire effectivement renforcer la coopération entre Européens, parce que si on ne peut pas compter sur les Américains et que les Britanniques eux-mêmes s'en vont, il va falloir renforcer la capacité des membres de l'Union européenne à faire face à des crises, notamment en matière de sécurité. Donc ça, c'est effectivement pour ces 2 grandes séries de raisons un dossier qui va sans doute évoluer. Et en plus, il y a des raisons de renforcer la coopération en matière de défense, parce que la Russie est maintenant plus problématique qu'elle était il y a quelques années, parfois plus agressive. Il y a des crises assez graves dans le voisinage de l'Union européenne, en Syrie, etc. Donc c'est aussi quelque chose qui commence à faire son chemin pour plein de raisons, pas simplement le Brexit. Alors, c'est le 8 juin prochain qu'auront lieu ces élections législatives. Alors, on va quitter la Grande-Bretagne pour un dernier sujet, la France.
Valérie Droux, les illusions dangereuses de la Macron-économie, qui est néolibérale et non social-libérale, c'est l'opinion d'un prof d'Uni dans le journal Le Temps. Sergio Rossi de l'Université de Fribourg estime que la flexi-sécurité chère à Emmanuel Macron est vouée à l'échec. Il s'agit d'un amalgame trompe-l'œil de flexibilité sur le marché du travail et de sécurité sociale pour les personnes au chômage qui s'engagent à trouver une quelconque place de travail. Ce concept s'appuie, dit-il, sur une conception erronée du chômage qui oppose travailleurs courageux qui acceptent n'importe quelle place à n'importe quel salaire et fainéants qui préfèrent ne pas travailler pour de très bas salaires et qui proposent comme solution de punir ceux qui ne trouvent malgré tout pas de travail. Or, ce concept ne prend pas en compte le chômage involontaire, explique le professeur, dû à une offre excédentaire de produits sur le marché qui retient du coup les entreprises d'augmenter le nombre de leurs employés et les pousse à baisser les salaires ou à licencier. Cette politique sera, conclut-il, à l'origine d'un cercle vicieux qui donnera un nouvel élan au patriotisme populiste. Allez, en une minute, exercice radiophonique. Pierre Arroche, la France, vous connaissez très bien, vous êtes français. La Macron-économie est une illusion, elle n'est pas social-libérale, elle est néolibérale, c'est juste ? Je pense que, pour l'instant c'est un peu tôt pour savoir exactement ce qui va être fait, mais je pense que la flexi-sécurité ça a un sens, mais qu'effectivement c'est pas exactement ce vers quoi on se dirige. Pour l'instant Macron parle beaucoup plus de flexi que de sécurité, c'est plutôt ça le problème pour moi. C'est-à-dire qu'il parle plus de flexibiliser le marché du travail. Alors on va voir exactement dans quelles conditions, les choses sont pas encore dites, mais il parle plus de ça que de nouveaux droits pour les salariés pour sécuriser leur transition entre deux emplois. Donc c'est pour l'instant plus une forme de libéralisation, oui, mais d'ailleurs dans le prolongement de ce qu'on a vu à la fin du mandat du président Hollande avec la loi travail, la loi Macron elle-même qui allait beaucoup plus dans le sens d'une libéralisation. Oui. Donc tout ça est peut-être cohérent. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Pierre Arroche. Vous êtes enseignant au département d'études européennes du King's College de Londres. Vous étiez à Paris ce matin. Merci d'avoir été notre invité.